Bonjour à tous. On va démarrer le webinaire, le premier webinaire du Lab Plus dans quelques minutes. Je propose qu'on attende peut-être 2-3 minutes encore avant de démarrer réellement. Voilà, on va attendre que tout le monde se connecte et on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. C'est vrai qu'avec le micro ouvert, ça va être plus simple. Il est 11h02, je vois les participants qui arrivent au fur et à mesure. Je vous propose qu'on commence doucement. Donc, bienvenue dans ce premier webinaire organisé par le Lab Plus. Le sujet est si vos invendus devenaient une source de profit supplémentaire. Entre la loi AGEC et la pression économique, difficile de savoir quoi faire de ces stocks. Les quantités produites et importées en France sont chaque année de plus en plus nombreuses. Donc, même si la fabrication à la demande, qui a été une piste plébiscitée il y a quelques années, montre quand même ses limites, on a ces quantités on a des soldes, des remises, mais on a aussi des images de quantités de produits qui sont parfois sur certaines plages qui nous restent dans l'esprit. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être de se demander de manière très opérationnelle et avec une approche business ce que les marques peuvent faire de leurs invendus. Donc, autour de la table, et je vous remercie d'être présents, toutes et tous. On a les représentants de 3 structures qui vont nous partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, afin de vous démontrer à vous, nos auditeurs, qu'on a de nouvelles pistes qui sont possibles grâce à l'IA et la technologie, grâce aussi au jeu des écritures comptables et avec un enjeu financier, justement, que l'outil du choix de production est important, avoir la maîtrise des savoir-faire et bien entendu de pouvoir capitaliser sur la matière première que représentent nos stocks d'invendus. Donc, nous recevons Mina Bishop, Senior Manager Économie Circulaire pour KPMG ESG. Merci et bienvenue Mina. Nous avons Stéphanie Taupin, Directrice Stratégie Globale du groupe KPMG. Merci Stéphanie. Atem Zedkaoui, expert en économie circulaire et de la seconde main, mais aussi le représentant de l'industrie recyclage pour la Fédération de la mode circulaire. Myriam Chikmenfak, qui est fondatrice et co-dirigeante de l'entreprise Le Lab Plus, qui est une entreprise spécialisée en revalorisation industrielle, et également, on ne la voit pas, mais qui va être là pour gérer les questions, Nazima, de l'entreprise Le Lab Plus. Donc, petit rappel logistique, je vous propose que, alors on a déjà eu des questions qui nous ont été posées en amont, mais que n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure et on y répondra à la fin des échanges et des questions posées. Stéphanie, Mina, vous avez KPMG vient de publier un dossier très complet et intéressant, important sur la mode circulaire en Europe. Alors je crois que vous avez quelques slides. Oui. Donc peut-être Mina, voilà, super. Là, je vous laisse, allez-y, c'est votre tour de nous expliquer les grands enseignements et les grands enjeux. Alors, bougez pas, je me mets en plein écran.
Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran de partage? Oui, c'est bon, Mina. Super. Enchantée, en effet, je suis Mina Bishop, je suis senior manager au centre d'excellence ESG chez KPMG et je suis accompagnée de Stéphanie, directrice Global Strat. Nous avons mené, donc c'est tout frais, une étude avec la Fédération de la mode circulaire sur l'état des lieux de la mode circulaire en Europe. Alors, c'est une étude qui n'est pas nouvelle pour la fédération. Ils en ont déjà fait deux éditions ces 2 dernières années. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle a un scope plus large. On a couvert l'Europe cette fois et pas juste la France. Et nous avons rajouté un pilier au pilier habituel il y avait le réemploi, la réparation et le recyclage. Et nous avons rajouté un pilier qui s'appelle Reinvent et dans lequel on viendra, on deep divera un peu plus dans les minutes qui arrivent. Donc voilà, donc c'est un peu l'état des lieux et on va vous faire une petite restitution rapide en quelques minutes des grands enjeux. Stéphanie, si tu veux reprendre le relais. Ouais. Alors peut-être pour rentrer dans le sujet de la mode circulaire, quelques chiffres pour redonner un peu de perspective. Pardon, Le excuse-moi. marché du textile, aujourd'hui, ça représente à peu près 2% du PIB mondial. À l'échelle du marché européen, on est autour de 500 milliards. Ces 500 milliards qui finalement traduisent un acte d'achat autour de 40 pièces par Européen. C'est 2 fois plus qu'au début des années 2000 et même si on note un petit ralentissement et voire, une diminution du nombre de pièces achetées par Européen par an, ça reste, un nombre toujours très, très élevé. Surtout qu'en parallèle, on a également une diminution de la durée de vie de ces vêtements, qui a été diminuée sur la même période par plus de 2. S Avec, évidemment un impact, environnemental, conséquent puisque l'industrie du textile, elle est, responsable de à peu près 8 des émissions de gaz à effet de serre. Finalement, c'est une contribution 4 fois plus forte, que celle, qu'elle a, au PIB mondial. C'est également, 20 de la pollution des eaux, industrielles et donc un bilan qui, si on prend l'exemple d'un t-shirt, fabriqué en Asie et vendu, en France, peut, se répartir en 3 grandes catégories. À peu près un tiers des émissions qui sont liées à la matière première, 50 pour les phases de filature, de tricotage, d'ennoblissement et de confection, du vêtement et puis finalement, autour de 15 pour son transport, son utilisation et sa fin de vie. Donc voilà, un dernier chiffre, qu'on peut donner, c'est que finalement, on estime qu'entre 4 et 9 des vêtements, qui sont mis sur le marché, européen sont détruits sans jamais avoir été, utilisés. Donc pour lutter contre cet impact, significatif sur l'environnement, il y a plusieurs leviers évidemment. Hem, le premier étant de limiter, l'utilisation de matières vierges dans la production de vêtements, d'allonger leur durée de vie, de favoriser leur recyclabilité et évidemment de limiter, les volumes de produits, d'optimiser en tout cas les volumes de produits, neufs qui sont mis sur le marché. C'est ce que nous avons essayé, de démontrer dans l'étude, en montrant à la fois les défis, et les opportunités. Et donc on a organisé cette étude en 4 piliers. Si on peut, je pense, passer sur la page suivante. Alors, est-ce qu'on va peut-être... Oui, on va peut-être changer de partage d'écran, je pense, si Je, je, je Stéphanie. veux, je veux bien. Oui, vous allez Ouais, prendre le relais. J'ai un souci ouais, technique d'ordi. pas de Merci. souci, pas J'arrête de OK. de partager. souci. Donc voilà, et ça revient, Stéphanie, ça Non, non, revient. pas de C'est problème. le teasing. Non, non, mais petite page de pub entre les 2 C'est slides, ça. ça me va. Donc 4 piliers qui pour nous, définissent, la mode circulaire, la réinvention, la réutilisation, la réparation et le recyclage. Ce marché de la mode circulaire qu'on estime, aujourd'hui autour de 25 milliards avec un potentiel à 31 milliards, en 2030 et la création, de plus de 88 000 emplois sur la même période.
à savoir que la définition du marché aujourd'hui et les chiffres qu'on donne ne représentent que les 3 derniers piliers, c'est-à-dire la réutilisation, la réparation et le recyclage, puisque le premier pilier de la réinvention, aujourd'hui, on n'a pas forcément suffisamment de données, pour le quantifier. Il s'agirait de pouvoir, estimer le nombre de produits vendus qui ont été, éco-conçus, quelque chose qu'on devrait, réussir à faire dans un futur, proche, si on a, un peu plus d'informations, au tout début de la chaîne de production. Hem, voilà, je passe, peut-être la parole, à Mina qui va, rapidement, On va décrire. rentrer, mm. On va rentrer dans les 4 piliers, pour vous donner un peu d'infos. Et donc, je vais démarrer avec le pilier Reinvent. Donc, vous avez compris, le pilier Reinvent, c'est l'amont, c'est l'ultra-amont, c'est le socle en fait qui va permettre aux autres piliers, donc réemploi, réparation et recyclage, d'être efficaces. En d'autres mots, c'est de l'éco-conception, hein, avec un grand E, parce que l'objectif est de repenser comment la mode est créée, mais pas que, sourcée aussi, et puis produite. Et on en parlait en introduction. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on sait que 80% de l'impact d'un produit se déroule dès la phase de la conception. Donc, c'est primordial d'aller attaquer dès le départ. Et réinventer la mode à l'étape du design permet de passer en fait d'une posture assez réactive à l'économie circulaire dans la mode. Donc, je répare, je recycle et je le fais en réaction à ce qui se passe, plutôt à une posture anticipative où un produit en fait sera conçu avec l'objectif dès le départ d'allonger sa durée de vie techniquement, euh, mais aussi émotionnellement. Dans l'étude, il y a une mention sur la durabilité émotionnelle des produits. C'est aussi quelque chose qu'on pense qu'il faut regarder. Alors comment on fait tout ça? En pensant à la construction des pièces. Alors, est-ce que ça va être facilement réparable et démontable? Quels matériaux ont le moins d'impact environnemental et vont garantir un recyclage en bout de chaîne simplifié, potentiellement même en boucle fermée, c'est bien en textile, tout textile. Quel est le plan de production? Est-ce que je peux repenser mon nombre de collections par an? Et si c'est pertinent même, est-ce que je peux faire de la précommande? Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais certains business models et certaines marques ont ça dans leur ADN. C'est quelque chose, c'est des pistes à explorer. Et développer ces axes peut amener un certain nombre d'avantages compétitifs, mais aussi de résilience réglementaire sur le moyen et long terme, parce que c'est une histoire d'image de marque qui peut permettre une différenciation par rapport à ses concurrents sur un marché qui est déjà un peu dopé au choix. Ça permet également d'améliorer ses performances environnementales, écologiques, via l'optimisation, par exemple, des matières premières utilisées, par exemple. Et ça permet, et on en parlait, d'anticiper les réglementations à venir en Europe, et notamment l'interdiction de la destruction des invendus qui s'étend maintenant, donc la loi AGEC en France, qui s'étend maintenant et qui s'étendra bientôt là à l'Europe via la réglementation appelée ESPR, donc Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Le nom ne s'invente pas, il y a Eco-Design dedans. Et le Digital Product Passport qui s'intègre là-dedans. Et le produit, le passeport digital, lui, va demander un certain nombre d'informations qu'il va falloir collecter sur l'éco-conception des produits, mais aussi sur son cycle de vie. Combien de fois est-ce que ça a été réparé? Combien de fois, quelle est la notice de réparation? Comment je fais pour le recycler? Quels sont les composants? Quelles sont les notices de démontage? Etc., etc. Voilà, ça c'est globalement le Reinvent en quelques mots, donc l'éco-conception qui va permettre voilà, d'aller mieux faire ce qui va suivre. Mina, pardon, Oui, j'ai juste une petite question justement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc les invendus, les produits finis. Ça rentrera à la fois dans la colonne Reinvent et Reuse ou... oui, parce qu'en fait, Reinvent, c'est l'idée quand on parle de redéfinir la mode, c'est redéfinir pas juste le produit en tant que tel, mais redéfinir en fait comment est-ce qu'on consomme la mode ou on produit la mode. Et donc, en effet, si on veut limiter le nombre d'invendus, ça va se penser dès cet amont-là, via peut-être, et il y a des outils qui vont aider, in fine, il y a des outils tech pour améliorer les volumes de production par rapport à des prédictions de tendance, etc., de vente, etc. Donc, et c'est dans cette phase de conception qu'on va venir regarder, notamment anticiper le sujet des invendus via
la construction des plans de communication. Des plans, pardon, pas de communication, excusez-moi, de production. Pardon, on ne voit plus la slide, on est sur autre chose. Pardon, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais enchaîner sur le pilier reuse. Oui, En on va le attendant remettre tout de suite. qu'ils reviennent. Oui, on va... Reuse, c'est le réemploi. Et alors, ce que nous avons fait ici, c'est regarder les tenants et les aboutissants du marché de la seconde main, principalement, et un peu à une moindre mesure celui de la location de vente de vêtements, de la location de vêtements. C'est un petit marché, mais qui s'intègre dans le grand scope du réemploi. Alors, les bénéfices environnementaux du réemploi ne sont plus approuvés, hein. Acheter un vêtement de seconde main, c'est étendre sa durée de vie de 2,2 ans en moyenne, ce qui permet de réduire son impact environnemental de 73%, ce qui est énorme, juste avec 2,2 ans d'utilisation de plus. Le marché du réemploi est en forte croissance et donc on connaît les plateformes classiques, Vinted, Vestiaire Collective, etc. Mais la vraie nouveauté, c'est l'arrivée des marques sur ce domaine-là. Par exemple, c'est pas un secret qu'Yabi a créé sa propre plateforme de revente de vêtements de seconde main. Sur son site, il y a un onglet dédié et ils le font via un partenaire. Donc, il y a beaucoup de solutions qui peuvent vous aider à faire ces choses comme ça. Mais ils offrent une sélection pas seulement de produits Kiabi, mais de produits d'autres marques aussi. Donc voilà, cela, ça vient rentrer en compétition directe avec les pure players, mais c'est une vraie tendance. On le voit arriver, on le voit de plus en plus, et ça vient un peu chambouler la vraie nouveauté sur ce marché de la seconde main. Donc il y a une opportunité business derrière, évidemment, et en dehors de générer des revenus supplémentaires pour ces marques, ça va permettre d'activer peut-être des clients dormants, de mettre la main sur une nouvelle clientèle et aussi on le voit, améliorer la rétention de clients existants. Et potentiellement aussi, on le voit, on a vu l'exemple avec SMCP, d'augmenter les paniers moyens d'achat, de vente et de seconde main. Alors, via notamment l'utilisation de vouchers, c'est-à-dire qu'en échange d'un vêtement, on vous donne un bon à utiliser. Ces bons sont utilisés assez rapidement et surtout, ils sont utilisés à un plus fort panier que le bon. Voilà, les gens achètent plus. Alors, je vous entends d'ici, attention à l'effet rebond, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs formats qui existent et il faudra choisir le bon pour chaque entreprise. Et juste pour terminer rapidement, quelques chiffres. Le marché de la seconde main en Europe est projeté d'atteindre 26 milliards d'euros d'ici 2030 et créer 75 000 emplois, donc ce n'est pas rien. Et comme on disait, ces solutions sont boostées par l'interdiction de destruction des invendus et dans certains pays, par une réduction du TVA sur la vente des produits de seconde main. Alors, on n'a pas ça en France, mais certains pays nordiques l'appliquent déjà et c'est assez intéressant à regarder et voir comment ça vient nourrir le marché. Voilà, on va, Stéphanie, si tu souhaites, je te passe Oui. la main pour le 8 La main sur la réparation. Et je vais essayer d'être synthétique parce que je pense qu'on dépasse un petit peu le timing. La réparation, donc c'est évidemment un marché qui est plus petit, beaucoup plus petit que le réemploi. À noter qu'il y a une part de la réparation qui n'est pas captée, c'est celle qu'on fait chez soi. Donc voilà, pas valorisée dans le chiffre qu'on donne. Aujourd'hui, la réparation, il y a plusieurs défis finalement, qui sont déjà un manque de main-d'œuvre qualifiée, qui se traduit aussi par un manque de visibilité des consommateurs sur les offres de réparation. Et surtout, en fait, un manque d'attractivité du prix de la réparation par rapport à l'achat d'un vêtement neuf. Donc c'est le défi majeur pour permettre aussi d'augmenter la fréquence du recours à la réparation des consommateurs, avec à la fois le défi de réduire le prix par rapport aux vêtements neufs et donc avec des mécanismes incitatifs comme le sont le bonus réparation ou des taux de TVA adaptés et également d'avoir plus de visibilité et des offres plus systématiques poussées par les marques de réparation qui doivent inciter leurs consommateurs, leurs clients, à faire réparer plus souvent leurs vêtements.
Pour nous, en fait, cette réparation, c'est aussi un levier important pour les marques pour fidéliser leur clientèle, qui, s'habituent à venir faire réparer leurs vêtements, dans les points de vente, des marques et en particulier, nous, on pense en passant par des solutions d'abonnement, on peut avoir, un boost de sa rétention, client et fidélisation. Voilà. C'est un marché qui, on pense, compte tenu des incitations qui sont mises en place, a un potentiel de croissance relativement fort, pour atteindre, à peu près 4 milliards d'ici, 2030. Voilà. Et puis enfin, le dernier, pilier, donc celui qui arrive à la fin de vie du vêtement, le recyclage. Aujourd'hui, les vêtements qui sont collectés, ils sont, réorientés vers différentes utilisations. Donc il y a une grosse moitié qui est réorientée vers du réemploi. À peu près 35 de ces vêtements qui sont recyclés, en très, très grande majorité vers des applications non textiles, donc du rembourrage, de fauteuils, de l'isolation de bâtiments. Des applications qui ont, évidemment non textiles, qui ont un impact, écologique important puisqu'elles permettent de rallonger, significativement la durée de vie, du vêtement, mais qui ne répondent pas, à la problématique de fermer la boucle, c'est-à-dire, de limiter, l'entrée de nouvelles, matières, vierges dans la production des vêtements. Ces applications textiles aujourd'hui, bah, elles représentent, un peu moins de 2 de la totalité des vêtements, collectés parce qu'il y a des défis, majeurs, qui soient technologiques avec des difficultés pour recycler des fibres mélangées et ou des problématiques d'attractivité en termes de coûts avec des produits, recyclés qui sont, souvent, plus chers, que des matières, premières qui sont perçues par le consommateur comme étant peut-être plus qualitatives, comme des cotons bio qui viendraient, d'Asie et qui seraient, finalement, économiquement moins chers à l'achat pour les marques. Pour nous, il y a quand même, des incitations qui peuvent permettre à booster ce marché du recyclage, notamment en fixant des objectifs, d'utilisation de matières recyclées aux marques, pour pouvoir donner, sécuriser des volumes, pour les recycleurs et par la même occasion, faciliter les investissements qui permettraient de mettre, à l'échelle les technologies et les capacités de production. Voilà pour le résumé, quelques mots de notre étude. Super, bah, merci beaucoup. Juste d'ailleurs, on va mettre dans les échanges, pour que les participants puissent, récupérer le lien de demande, pour obtenir votre étude. On va le copier. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre étude et dans ce que vous nous résumez, c'est que déjà on voit que c'est prometteur. Qu'il y a c'est quand même une incitation sur le marché seconde main à pousser les marques et à les rassurer sur le fait qu'il faut qu'elles réinventent un peu leur système de vente et comment fidéliser les clients, etc. Et alors, maintenant, je vais me tourner vers Athème déjà pour un petit point un peu sémantique. Parce que quand on avait préparé, c'est vrai que c'est important de distinguer stock dormant, invendu et après ce qu'on entend par invendu. Donc à thème, est-ce que vous pouvez nous dire déjà un peu la différence entre les stocks dormants et les invendus? En fait, bon, avec la fédération, nous avons travaillé sur des nomenclatures, donc ça va être un tout petit peu publié dans le cadre des travaux que nous faisons dans le cadre de la Fédé. Nous avons effectivement une vraie segmentation des éléments de langage qui vont permettre de mieux comprendre. Notamment tout ce qui concerne l'invendu, principalement c'est un produit fini, parce que en fait un invendu c'est quelque chose qui a été fabriqué, qui n'a pas été mis sur le marché techniquement, ou qui a été mis sur le marché et qui n'a pas été vendu. Donc où il est dans des stocks, en entrepôt, ou il est passé en magasin et il est revenu dans l'entrepôt. Pour tout ce qui est stock dormant, ce sont des stocks qui ont selon la nature du produit, ça peut être dans le cycle de fabrication des rouleaux de tissus, ça peut être des produits semi-finis, des fois, qui n'ont pas été encore terminés, et ça peut être aussi des produits euh, techniquement qui sont encore en stock, mais ils n'ont pas été mis en magasin.
D'accord. Donc voilà, donc on a des différences qui vont impacter la valeur, la gestion et la mise en marché ou pas. Donc il y a des vraies différences. Alors, hum, techniquement, comment vous expliquer? Techniquement, la partie invendue est souvent la partie immergée de l'iceberg, Mm. puisque c'est celle qu'on voit en magasin. Euh, et on se dit, bah tiens, ce produit, il a pas été vendu, il n'a pas marché, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a tout des cycles qui vont déterminer ça, qui sont des cycles comptables, fiscaux et d'organisation. Donc, on évoquera ces points dans Exactement. une deuxième phase. Mais pour terminer sur la nomenclature, il y a quand même vraiment des notions, par exemple, si on doit faire de l'upcycling ne prend en compte que des produits invendus. C'est Les ça. stocks Ok. dormants de tissus ne vont pas rentrer dans certaines définitions, mais c'est des stocks et on peut aussi les donner. Donc voilà, donc on va préciser tous ces éléments un tout petit Ex- peu plus tard. Donc là, on a eu la définition sur les stocks dormants et les invendus. Est-ce que quand on avait préparé la réunion, Mina et Stéphanie, effectivement, c'était intéressant de voir qu'il y avait un peu deux typologies. On est en entonnoir, on va préciser les enjeux. Il y avait un peu deux définitions d'invendus, donc de produits finis invendus. Est-ce que vous pouvez nous les lister rapidement pour justement qu'on n'en oublie pas et que les marques peuvent d'abord cocher un peu, voir si elles ont tout essayé avant de les transformer. Ou elles veulent d'ailleurs les transformer avant toute chose, parce que c'est aussi de belles opportunités. Donc je vous laisse un peu préciser. Stéphanie, tu veux prendre ou tu... Bah écoute, je pensais que tu parlais Je, des alors, invendus je grand m'en- 1, je- mais c'est pas grave, je peux. Non, pardon, oui, t'as absolument raison. Je me rappelle plus quelle répartition s'était fait entre nous deux. Pardon. Donc, en effet, le premier sujet est sans doute de savoir quel est l'invendu en question. Ça, si c'est un basique de la marque, le sujet de sa vente se pose moins, même s'il reste l'impact sur les coûts de stockage. Après, les invendus de rang 1 sont ceux qui vont rester en fait encore ils vont rester dans un cycle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va rentrer ils vont intégrer un cycle, une fois qu'ils ont été vendus en boutique, ils vont réintégrer l'entreprise pour être vendus via des promotions, des soldes, des ventes au personnel, etc., des déstockages en interne. Voilà. Et ensuite, on passe à ce qu'on nous on appelait les invendus de rang 2, c'est lorsqu'ils sortent de C'est l'entreprise. voilà, lorsque la marque fait le choix de sortir l'invendu de ses stocks. Auquel cas, elle a plusieurs possibilités. Celle qu'on connaît le plus, c'est le revendre à des stockeurs, notamment des plateformes e-commerce spécialisées, type VP, showroom privé, qui peuvent proposer parfois de reconditionner les articles, de refaire des shootings pour redonner de la désirabilité à ces invendus. C'est aussi des plateformes qui parfois organisent des ventes de produits presque parfaits, donc des produits qui permettent d'écouler des stocks de produits qui sont avec des petits défauts. Quand on a utilisé cette première solution des stockeurs e-commerce, on a ensuite les déstockeurs physiques, souvent des acteurs un peu plus généralistes, type Stockomanie. Et quand les produits ne sont pas vendus par ces plateformes-là, ils peuvent être également donnés à des associations type Emmaüs, type Resto du Cœur, voilà. Il y a une autre typologie de solutions qui est peut-être un petit peu moins connue, mais que les marques de luxe utilisent pas mal, qui s'appelle le barter, où c'est les entreprises en fait qui mettent à disposition leur stock d'invendus et qui les échangent contre des espaces médias. Il y a des acteurs type Efficio qui travaillent avec les marques pour élaborer une stratégie d'écoulement d'invendus. C'est une solution qui ne permet pas de générer énormément de volume, mais qui permet d'écouler les stocks de façon un petit peu plus discrète via des événements B2B. Comme des cadeaux, en fait. Voilà, c'est des cadeaux, exactement. Et enfin, évidemment, il y a la solution du recyclage, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure,
avec un recyclage qui peut être vers des applications textiles ou non textiles. Et pour l'instant, plutôt non textiles, même s'il commence à y avoir voilà, des premiers projets vers des applications bah, textiles, que ce soit des vêtements ou d'autres objets qui sont fabriqués avec ces anciens vêtements. Super. Alors du coup, à thème, on va se tourner vers vous parce que je ne vais pas dire que c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, mais c'est important qu'on puisse préciser aussi parce que on voit qu'il y a un enjeu d'image et opérationnel sur la transformation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les impacts financiers et comptables. Alors déjà, ce que coûtent les stocks d'invendus, parce que ça a un coût pour l'entreprise, et après que selon les solutions qui sont choisies par la marque, ça pourra avoir un impact plus ou moins important et que peut-être justement cet enjeu de transformation des invendus, de produits finis invendus, ça peut aussi être source d'agréables surprises pour les marques. Donc, madame, je vous laisse déjà, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut comprendre Je vais sur essayer de les produits? préciser, en fait, pour reprendre et continuer un peu les présentations de Mina et de Stéphanie. Effectivement, un processus pour une entreprise, normalement, c'est de produire et de ne pas jeter et de ne pas avoir trop de stock. Donc ça, c'est l'idéal. Jeter, c'est interdit, ça. Donc oui, donc c'est l'idéal. Et c'est pour ça que, par exemple, des métiers comme j'ai pratiqué de gestion de déchets ou d'overstock, ça ne devrait pas exister normalement. Mais bon, c'est pas le cas. Donc du coup, comme c'est pas le cas, il faut trouver des solutions. Parmi les solutions, notamment un produit, il a son coût de fabrication, coût de production, ses transports et son coût de stockage. La période à partir du moment où on déclare un invendu, c'est à partir de quel moment que l'entreprise va pouvoir décider ou pas de se séparer de ce produit et de le déclarer comme invendu. Après avoir fait tout le cycle dont on a évoqué, c'est-à-dire la vente en magasin, les promotions, les soldes, les reventes aux déstockeurs, aux magasins d'usine, on va faire tout le cycle. Et à un moment donné, on se retrouve avec des produits qu'on a encore dans les entrepôts ou qui sont revenus des magasins parce qu'ils ont été vendus. Donc on les a, ils sont là, et ils coûtent tous les mois, ça coûte de l'argent, le stockage. Donc la valeur de ces produits, en plus dans le temps, va se déprécier. Donc on va commencer à parler de dépréciation comptable. Il y a deux méthodes, le dégressif et le linéaire, selon ce que vous voulez faire au niveau comptable. Et c'est-à-dire, ou comme pour les voitures, hein, par exemple, vous prenez une voiture d'occasion, la première année, ça va se déprécier beaucoup et au fil de l'eau, on va déprécier un tout petit peu et à un moment donné, on va arriver à l'Argus à un prix qui n'existe plus. C'est un peu le principe. Et le linéaire, c'est on va fixer tous les ans, on va dire, ben voilà, je déprécie sur 5 ans, et tous les ans, j'ai un cinquième de la valeur qui va se détruire comptablement. J'ai bien dit comptablement. Donc, au niveau technique, vous allez faire cette dépréciation et donc des amortissements qui vont découler de la valeur du produit. Et donc, en général, par la suite, vous allez avoir différentes approches où je détruis, ce qui est interdit aujourd'hui dans le cadre de la loi AGEC, le produit notamment sur la partie textile, avec une obligation que la loi a orientée vers un don. Vous avez une autre technique, comme vous l'a expliqué Stéphanie, c'est aussi de faire du barter avec des échanges contre des espaces médias. Et il y a toujours des frottements fiscaux dont on va parler de manière générale. Ça s'appelle la TVA. Et ça, c'est le premier frottement fiscal. Le deuxième frottement fiscal, c'est à partir du moment où vous avez fait par exemple, dans le cadre du barter, vous allez obtenir une contrepartie qui est une contrepartie en valeur. Et c'est pas du don, hein. C'est ceux qui font avec du barter, ils doivent récupérer de l'argent en revendant les produits. Donc, il va y avoir une mise en marché. Et dès qu'il y a mise en marché, il y a éco-contribution. Donc, le deuxième frottement fiscal, c'est l'éco-contribution sur la valeur produit. Quand vous êtes sur un don, il va y avoir deux typologies de dons. Vous allez avoir celui qui va avoir vers une association d'utilité publique ou d'intérêt général. Ce n'est pas tout à fait la même chose en termes fiscaux.
Euh, Par exemple, Emmaüs n'est pas d'utilité publique, il est d'intérêt général. Le Secours catholique ou la Croix-Rouge sont d'utilité publique. Et les agences comme l'Agence du don en nature ou le don solidaire sont d'utilité publique. Donc vous avez un frottement fiscal qui est sur la base de la TVA, c'est-à-dire que le calcul de votre don, selon à qui vous allez donner, va vous générer ce qu'on va appeler un quitus fiscal sur la valeur du produit. Comment on détermine la valeur du produit? C'est la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, c'est le montant de la dépréciation, à partir de quel moment on veut s'en séparer. Si c'est au bout de 5 ans, normalement, ça vaut zéro. Voilà, la valeur nette comptable. Sauf que souvent, on s'en sépare avant pour obtenir une valeur nette comptable, plus les coûts de stock, plus le transport logistique, qui vont déterminer la valeur, on va dire, du produit qu'on va donner à une association. Et on va obtenir un quitus fiscal de 60% de la valeur de ce produit. Ce 60%, si c'est d'utilité publique, la TVA est, on va dire, isolée. Si c'est pas d'utilité publique, si c'est d'intérêt général, la TVA est intégrée dedans. C'est-à-dire que vous allez la devoir à l'État sur la valeur comptable. Donc, même si vous faites un don. Donc, vous voyez les frottements fiscaux et les intérêts économiques qu'on peut trouver quand on fait un don, ben, il faut faire attention premièrement. Et deuxièmement, il faut se dire à quel moment je donne. C'est-à-dire, est-ce que c'est à N-3, l'année -3, l'année -4 ou l'année -5, selon comment on a déprécié et selon comment la valeur nette comptable est déterminée. Excusez-moi, c'est un tout petit peu technique, mais Mais c'est important. par exemple, pour le food, si je prends l'exemple similaire du food, souvent, il y a des entreprises comme Phoenix, Commerceau, Smartway ou Too Good To Go, où on va dire, ben voilà, on va essayer de faire en sorte qu'avant que le produit pourrisse ou ne devienne, n'ait plus de valeur, eh bien à ce moment-là, on va le mettre dans un cycle de dons au Resto du Cœur, au Secours catholique, aux structures populaires. Pour le textile, c'est à peu près la même chose, sauf que le produit, en général, n'a pas de période de consommation. Il a une période on va dire, d'appréciation et de valeur, on va dire, de mode. Euh, Techniquement, ce qui est le plus intéressant fiscalement, c'est le don à une association d'utilité publique. Vous allez pouvoir, et l'écart par rapport à une destruction, parce Oui. qu'aujourd'hui c'est ça aussi, c'est vous allez pouvoir générer, euh, avec comptablement, vous allez pouvoir générer entre 8 et 12% de bénéfices par rapport à une destruction. Euh, L'autre élément, c'est que on peut faire autre chose. Et C'est là, ça. William nous en parlera. C'est-à-dire que on peut décider que le produit, il n'a plus de valeur, mais on va en recréer au travers de différentes actions. Voilà. Donc, Et c'est c'est des points qui sont différents, mais il y a certaines marques, plutôt de luxe, qui ne veulent pas voir passer certains produits sous certaines formes, là où il y a des gros logos, là où il y a des... Donc il faut qu'il y ait un travail qui soit fait, et ce travail a un coût et il a une valeur. Pour la partie fiscale et pour les déterminations des valeurs de stock, il faut toujours faire attention à partir de quel moment on s'en sépare et à partir de mm, quel moment et à qui on le donne et comment on le gère. Si je vous prends un exemple, j'ai eu, moi, opérationnellement, par exemple, et c'est l'une des dérives de la loi AGEC, hein, euh, des, euh, euh, des chaussettes ou des mitaines, d'accord, ou des t-shirts de taille S ou XS, un seul modèle, une seule taille, en volume important. Quand vous le donnez à une association, bah, oui. elle ne sait pas quoi en faire. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des produits neufs, avec étiquette, qui se retrouvent dans les circuits de seconde main. Donc, ça, c'est l'une des problématiques qu'on rencontre des fois.
Mais en général, et les marques, elles ont donné à une asso, tout est carré, ils obtiennent un quitus fiscal qui est un CERFA, et après derrière, Ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit à thème, c'est que, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand même des nouveaux process et c'est un peu les balbutiements d'une nouvelle économie. Donc là, on parle de sujets effectivement où je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de milliers de t-shirts XS ou de chaussettes. Ce que je vous propose, parce que ce point de comptable, il est vraiment important, donc on proposera aux personnes qui sont inscrites un petit récap qu'on vous enverra parce que sur justement l'analyse de savoir ce que les entreprises et les marques vont décider de faire, ça aura son importance. Alors ce que moi j'ai retenu, et ça va faire ma transition parfaite pour passer la main à Myriam, c'est que quelle que soit la méthode, on peut décider justement de déprécier ces produits finis et qu'on peut se retrouver d'un seul coup avec une super matière, un potentiel de super matière qui est quasiment à zéro. Et si là, on a le bon outil industriel, on peut justement rebondir et réinventer autre chose. j'aimerais juste préciser un petit point, c'est qu'à partir du moment où ça a plus de valeur et que normalement, ça a un statut de déchet, Oui, d'accord? Donc, il faut juste faire attention à qui vous le donnez, comment vous le donnez et quel est l'opérateur qui va gérer ça pour vous. Donc, faites attention à ces points-là, notamment parce que quand vous avez un stock qui est dans un pays A, par exemple en Italie, euh, en Espagne, et que vous voulez le travailler dans un pays B, mhm. c'est-à-dire en France ou ailleurs, ou Belgique ou la France, vous êtes soumis au code du statut du déchet. Donc là, vous allez avoir un transfert transfrontalier de déchets. Donc c'est des sujets qui sont importants pour que, et s'il a encore de la valeur nette Ah comptable, oui, c'est encore un produit. bon, on Donc fera un la deuxième merde webinaire. de législation n'est pas tout à fait la même. Voilà. Bon, en tout cas, pour les stocks d'invendus en France, nous, on vous propose une solution locale française. Du coup, on reviendra peut-être sur la question 4, Mina et Stéphanie, plus tard. Mais là, j'aimerais bien on aborde justement on aille plus loin encore dans le côté opérationnel. Là, on vient de voir des éléments comptables et financiers qui peuvent justement justifier, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'écomodulation, mais on en parlera peut-être. Ça peut être un point aussi quand on a un stock invendu et on transforme et on fait une nouvelle collection à partir de ces invendus. Je pense qu'après, on doit avoir une super note en écomodulation. Myriam, voilà, à votre tour. Donc, vous êtes cofondatrice et dirigeante d'une entreprise de production implantée en Île-de-France et plus précisément à Ivry. L'entreprise est spécialisée dans la revalorisation des produits finis invendus et vous êtes certifiée Calliope. Et j'ai appris aussi que très récemment, le Laplus est devenu une entreprise à mission. Donc, bravo. Ce qui était important justement, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer le modèle économique des marques avec lesquelles vous travaillez, puisque le Laplus a déjà une belle expérience derrière elle, pour voir justement quand on vous donne des stocks, quels sont un peu les cycles et ce que vous en faites. Voilà. Et après, on parlera plus sur la partie production, mais là déjà sur les modèles économiques de ce qu'on vous donne et comment ça repart ensuite. Oui, alors effectivement, le LEPUS, on a un bureau d'études et un atelier de production. Et dans l'atelier de production, on fait de la production dite standard, mais aussi on fait depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, de la revalorisation, donc ce qu'on appelle upcycling. Donc on travaille particulièrement sur la fin de vie du produit. Il y a une partie réparation sur laquelle je ne reviendrai pas là tout de suite, mais j'allais dire, si vous avez vu les slides KPMG, voilà, je suis sur les 2 dernières parties. Donc la réparation, parce qu'avant de revaloriser, on essaye de réparer et d'aller avant j'allais dire,
de revaloriser notre produit. Alors concrètement, nous, on a toujours travaillé sur la revalorisation. Alors au départ, c'est un petit peu manuel. Et puis il y a 2 ans et demi, on a été donc identifié sur le côté industrialisation de la revalorisation des produits finis. Donc en fait, on travaille avec les marques, on récupère leurs invendus et on retravaille des nouveaux produits pour en faire des de nouveaux produits pour pouvoir les revendre pardon, aux marques. On n'achète pas. On est vraiment transformateur, c'est-à-dire que nous, on accompagne vraiment sur OK, vous avez un stock, voilà ce qu'on vous propose, on industrialise. J'ai ma partie bureau d'études qui aujourd'hui a intégré la 3D et l'IA sur cette partie-là. Et puis, on a aussi développé un outil de coupe, tout un process qui nous permet d'industrialiser parce que le nerf de la guerre, en fait, c'est le prix. Et aujourd'hui, sur l'industrialisation, enfin sur la revalorisation, l'upcycling, on a vraiment un problème de prix et on est parti faire de la recherche et développement pour voir comment on pouvait industrialiser ces produits-là. Soit on travaille sur des produits qui n'ont plus de valeur, comme Atem disait, donc plutôt des déchets, et on essaye de retravailler des nouveaux produits. On a fait des POC avec Biocoop sur des jeux enfants lavables, etc. Parce que c'était sur des masques. En plus, c'était bio, tracé. Voilà, on avait toute cette partie-là. Et puis là, depuis donc 2 ans, on a été identifié par Nike sur leur partie donc d'invendus. Donc non, c'est encore à forte valeur ajoutée. Hein, ça reste des produits Nike. Et c'est Nike qui les revend. Donc, on amène à toute l'industrialisation. Ils nous donnent vraiment carte blanche. Donc, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils identifient en fait un designer. Donc, en fait, c'est des capsules. Ils identifient un designer français pour travailler vraiment en local, sur la revalorisation en local. Et je pense que ça, c'est vraiment une nouvelle approche pour les marques. Et ils le développent et ils le disent vraiment comme ça. Donc, c'est des pièces limitées, mais on travaille vraiment sur cette partie-là. Donc, Euh, juste, pardon, ouais. Myriam, c'est donc, par exemple, Nike, la marque, qui vous donne ses stocks et qui les revend après en boutique. Ouais, Ça fait... exactement. On est vraiment D'accord. transformateur. On n'est pas là pour acheter du stock des marques qui ont très mal acheté et qu'on surproduit. Ce n'est pas mon business model. Ce n'est pas voilà. En fait, aujourd'hui, on amène une solution à la réglementation de la loi AGEC qui leur interdit de jeter ces déchets. Il faut bien se dire que c'est des solutions. Donc nous, on développe, on est en amont, on essaye de trouver. On a beaucoup d'invendus. Les marques, elles peuvent se dire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, il leur restera voilà, des tailles XS et des S. Et pour parler de réglementation, il ne faut pas oublier, hein, normalement, on a le DDP qui arrive, donc on sera capable de voir tracer en tout cas où le vêtement et comment le vêtement a été toute sa vie, tout au long de sa vie du produit jusqu'à la fin de vie du produit. Voilà. Et quand ça quand ça revient en seconde main, on sait qui a vendu, à qui il a été vendu. Enfin, normalement, on devrait pouvoir tracer ça. Comment le revaloriser? Nous, on amène cette solution-là. Avant, il y a le don, mais il y a un plafond du don, hein, on ne va pas donner. Puis les marques aussi gardent leur image de marque. On ne peut pas tout donner. Il y a cette balance-là. Et nous, on leur propose de faire de la revalorisation. Et le fait de travailler sur Nike, c'est vrai que ça nous a permis, techniquement, d'avoir ces savoir-faire parce qu'il faut connaître parfaitement son vêtement, savoir comment il est construit, savoir comment il est déconstruit et comment on le travaille en industriel. Super, merci beaucoup. Je vais peut-être continuer justement quand même sur cette question et puis on parlera pour poursuivre la trame, la question 6 sur l'image de marque, on la posera peut-être à la fin, mais pour poursuivre justement Myriam sur le coût, parce que c'est quand même aussi c'est le nerf de la guerre. Ouais. Tout à l'heure, Atam nous disait qu'on peut, sans tomber dans les déchets, parce que sinon on a un souci, mais qu'on peut quand même bénéficier d'une belle matière et du coup d'une matière quasiment gratuite. Comment est-ce que la plus, vous arrivez justement, parce qu'il reste la main-d'œuvre,
Ouais. Est-ce que vous pouvez Alors, nous, on a développé donc un outil qui nous permet, donc avec la 3D, avec l'IA, de visualiser tout de suite le produit. Donc, sur un ancien produit, faire le nouveau produit. Et pareil, dans le process, c'est de faire de la coupe et du démantèlement en même temps sur nos outils de coupe à niveau industriel. Donc, on a trouvé, on est parti chercher, j'allais dire grâce à Nike, ça nous a permis d'aller vraiment, depuis 2 ans, on est vraiment sur comment faire qu'un produit soit limite qu'on voit pas que c'est de l'upcycling. Parce que c'est pas du patchwork, qu'on soit capable de dire waouh, c'est un beau produit sans se rendre compte, sauf si on le dit. Et là, c'est l'image de marque qui dit que voilà, ton produit que tu as acheté, il vient de là-bas, mais ça, c'est leur communication. Mais que nous, on soit capable de faire des produits à forte valeur ajoutée. Généralement, les produits qui ont été travaillés par les créateurs, les designers français, sont sur des matières naturelles. On est soit sur des cotons, on est voilà, on n'est pas sur des molletons. Enfin, on est quand même sur des matières qui sont assez belles à travailler. Après, en termes de produits, je ne sais pas si ça a été le fitting qui était pas bon, si ça n'a pas été vendu, ça c'est pas notre problématique. Nous, on amène juste le côté très industriel et c'est là où on va chercher notre PRI. Alors moi, pour le coup, je vais tenir un discours. La revalorisation, elle sera pas, je n'arriverai jamais à avoir un prix identique à une fabrication standard. C'est pas vrai. Et c'est, voilà, dérouler un tissu par matelas, faire une coupe n'est pas du tout la même chose qu'avoir toute la problématique, ne serait-ce juste la manière de réfléchir de qu'est-ce qu'on va construire demain. Ça demande du temps, ce temps-là aussi. Après, sur le démantèlement à la coupe, on a trouvé nous des solutions. Pas de sujet. Sur l'amont aussi, l'éco-conception, tout à l'heure, Mina, vous en parliez, l'éco-conception, elle est hyper importante. Pour moi, en fait, les designers d'aujourd'hui doivent construire un produit en pensant à la fin de vie du produit. C'est-à-dire comment il est réparé, s'il peut être revalorisé et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas aujourd'hui. Moi, je suis une ancienne acheteuse et chef de produit. Je sais, on achetait, on mettait en magasin, c'était plus notre problématique. Aujourd'hui, c'est notre problématique. C'est comment on construit en pensant à la fin de vie du produit. Nous, toute la partie derrière, on amène la solution à ces marques-là. J'ai un petit problème de micro. Ce qui est intéressant, et on rebondit justement sur ce sujet des invendus, c'est que est-ce qu'on peut, peut-être Stéphanie et Mina, à thème aussi pour la Fédération de la mode circulaire, est-ce qu'on peut considérer que c'est un enjeu aussi d'image de marque? Parce que là, l'enjeu aussi des solutions, de ce que témoigne Myriam, c'est qu'on arrive à faire des produits, des nouveaux produits. C'est pas des tote bags ou des pochettes, c'est vraiment un nouvel article, un super blouson. Moi, j'en ai vu quelques-uns passer, ils sont hyper beaux, très techniques. Est-ce que justement, c'est un enjeu pour est-ce qu'il y a des marques qui peuvent sortir du lot? Est-ce que c'est déjà le cas? Elles arrivent justement à se démarquer en montrant ce qu'elles font. Alors, je ne sais pas qui démarre. Est-ce que Mina, Stéphanie, Athème? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Stéphanie, on te voit parler, mais vas-y. Ah oui, micro, je crois. Vous m'entendez pas? Ça y est. Ah, c'est bon. Ah si, ok. Voilà. Non, je voulais revenir juste déjà sur la gestion des invendus. Est-ce que c'est un sujet pour l'image des marques? Pour moi, c'en est un incontestablement. D'abord parce qu'il y a eu plusieurs scandales. On a eu H&M, on a eu Burberry qui se sont fait quand même épingler, qui ont été sous le feu des critiques pour avoir détruit, brûlé leurs invendus. Et donc ça, c'est déjà un premier sujet qui crée du désamour pour la marque chez les consommateurs. Chez les clients, ça peut être temporaire, mais c'est difficile de reconstruire. Et on l'avait déjà vu par ailleurs avec d'autres scandales sur des campagnes publicitaires, sur du travail d'enfants, etc. Mais en fait, dès qu'on est attaqué comme ça sur sa marque, derrière, c'est un long chemin pour reconstruire. Et ensuite, de façon plus insidieuse, la gestion des invendus, ça peut aussi attaquer la désirabilité de la marque. Et c'est le sujet qu'on a un peu touché du doigt avec les volumes qui sont mis en déstockage et qui peuvent derrière être un peu destructeurs pour la désirabilité en fait, du produit quand on a en permanence des pushs de vente VP de la marque, etc. Donc ça, c'était peut-être plus en amont, avant qu'est-ce qu'on fait et comment l'upcycling peut revaloriser la marque. Mais déjà, cette gestion des invendus et le fait de protéger un peu son image.
Donc ça a un coût en fait. Ça a un coût ou c'est une perte de Tout, valeur pour. Donc c'est un tout à véritable fait. enjeu. Tout Ouais. à fait. C'est-à-dire que Myriam disait que d'un point de vue de coût de production, c'est toujours un peu plus complexe de revaloriser un produit qui existe, qui est déjà un produit textile fini. Mais par ailleurs, si on prend les incidences de ne pas le faire et de tout passer par du déstockage ou du don, il y a aussi une destruction de valeur de marque qui doit être pris en compte dans ce calcul du coût de transformer le Mhm. produit vers un autre produit. Ok. Euh, En termes, Lina, à thème, sachant que ouais, après on va bientôt passer aux questions pour essayer de d'accord. tenir le timing, mais je vous Mais laisse. effectivement, c'est un enjeu d'image de marque selon la qualité des produits. Mm. D'accord? Donc, pour moi, il y a une échelle. Euh, Plus on est sur de la valeur produit et plus élevée, l'image de marque est beaucoup plus, premièrement, importante et deuxièmement aussi de volume. C'est-à-dire, plus on est sur du mass market avec des produits qui vont venir, on va dire, alimenter un gisement. Donc, il y a les deux valeurs. Il y a la valeur volume où on a du mass market parce qu'on a beaucoup de stock et là, on impacte fortement. Et de l'autre côté, on a une valeur produit où on ne veut pas l'avoir, cette destruction, ce qu'expliquait Stéphanie, cette destruction de valeur produit où on va recréer des choses. Donc, on peut travailler sur les deux leviers et dans les deux cas, c'est de l'image de marque. Ça peut être, je vais prendre une marque quelconque, hein, ça pourrait être une Extenso, Tex, la marque de mass market d'un distributeur ou du cabi. Et là, vous allez vous retrouver avec des produits il va falloir les retravailler parce que justement, vous ne voulez pas avoir cet impact-là parce que c'est de l'invendu. Deuxième, et vous remarquerez aussi que même Kiabi a mis en place un dispositif de vente de boutiques de proximité pour vendre leurs propres invendus. Non plus Mhm. pour les vendre dans des réseaux autres, pour essayer d'en diminuer parce que justement, ils sont sur une volumétrie. Et après, vous avez des marques de luxe où elles ne veulent pas avoir ces produits sur un second marché, sur la seconde main, on va dire, organisée, pas de la vraie seconde main, et pas voir leurs produits vendus à des prix ou copiés ou pour faire le faux. Donc voilà, donc ils ont cette appétence pour aller vers des solutions comme propose un peu Myriam et d'autres acteurs. L'upcycling, il, il a deux fonctions, hein. C'est qu'il faut que ce soit un produit qui soit fabriqué et que par la suite, il y a une méthode comme l'utilise le Lab Plus pour pouvoir le déconstruire. Si je prends le parallèle de l'automobile, euh, Mm. quand vous avez un véhicule il a été construit et on déconstruit le véhicule à l'envers de la construction pour pouvoir sortir les pièces détachées. Sauf que là, on ne sort pas des pièces détachées dans le textile, on va sortir des produits nouveaux. Tout à fait. Et je voudrais juste donner un dernier exemple pour montrer que c'est vraiment des sujets qui sont qui concernent tous les secteurs de marque. C'est que là, il y a quelques semaines, il y a un créateur néerlandais spécialiste de l'upcycling qui s'appelle Durand Lantic, donc il est un peu confidentiel et un peu niche, mais il vient d'être nommé à la tête de Jean-Paul Gaultier, enfin du nouveau directeur artistique de la maison Jean-Paul Gaultier, qui est quand même beaucoup plus visible. Donc voilà, donc c'est des sujets qui sont en train d'émerger. Ils ont Mhm. choisi un nouveau DA spécialiste de l'upcycling. Voilà, c'est juste Oui, tout à fait. c'est C'est des une belle sujets qui n'ont. reconnaissance de Oui, ces sujets. Ah, tout à fait. exactement. J'ai une Et dernière. je Pardon. vais juste compléter sur la revalorisation en règle générale. Quand on est émetteur de marché, en tout cas dans le textile, hein, on paye une taxe, les côté CL, et le fait de faire la durabilité permet aussi et de montrer qu'on voilà, on a la réparation, on fait la revalorisation, permet aussi d'avoir ce qu'on normalement on devrait avoir déjà, les bonus et malus. Voilà, donc réduire un peu la note au niveau des émetteurs de marché. C'est ce que, effectivement, ça c'est un point important et je pense que dans la simplification et la synthèse de ce que Athème nous expliquait, c'est des points qu'on abordera parce que sur l'approche des différentes solutions des produits finis, bah, ça a forcément un impact, ce coût. J'ai une dernière question et après, c'est pour finir justement sur cet échange, selon vous, en 2 mots, euh, quel serait pour chacun de vous l'enjeu permettant la circularité de demain? Parce qu'on voit que c'est émergent, mais s'il y avait, allez, en 2 mots, Moi, j'ai deux mots-clés pour le coup. Je peux ah vraiment en bah dire voilà. deux. Collaboration
Et quand je dis ça, c'est donc tous les métiers en interne d'une maison, mais aussi collaboration avec les autres personnes, enfin, la filière en général. Donc, aller collecter de la data auprès des recycleurs, collecter de la data auprès des upcyclers, etc., pour mieux travailler ces produits en amont, au moment de l'éco-conception. Et le deuxième mot, c'est business case, c'est-à-dire monter ces projets tout de suite avec un regard financier et pas que ce soit un énième projet pilote qu'on teste et qui finalement n'arrive jamais à l'échelle parce qu'on n'aura pas créé dès le départ, même en éco-conception, avec un regard financier et de viabilité financière. Voilà. Ok, super. Bravo, Mina. Collaboration. Myriam? Alors, je rejoins parfaitement Mina. Je rajouterais la formation. Parce que ce sont des nouveaux métiers. C'est savoir-faire, hein, construire, déconstruire un vêtement, mais aussi la formation parce qu'on a une main-d'œuvre qui est quand même vieillissante et ramener les jeunes là-dedans et le passage à l'IA, parce que l'IA peut nous permettre, enfin nous en tout cas, tous les process avec l'IA peut nous permettre en tout cas d'éco-concevoir et d'avoir des solutions d'optimisation pour réduire les coûts. Super. À thème? Moi, Stéphanie? j'ai 2 mots. Il y en a un, c'est une notion que je porte actuellement avec des chercheurs, qui s'appelle la déponction. Je vous expliquerai ce que c'est Dans le petit bilan. dans un petit bilan. La déponction, en fait, c'est la notion d'essayer de réduire les impacts, que ce soit économique ou autre truc, sans pour autant détruire la valeur. C'est pas c'est pas la décroissance, hein. C'est donc réduire les impacts globaux et donc réduire notre consommation sans réduire la valeur. Ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est l'innovation. Parce que l'innovation va pouvoir nous porter sur l'économie circulaire, tant en termes de création qu'en termes d'utilisation ou de gestion. Voilà. Et cette innovation, d'ailleurs, à thème, c'est intéressant tout à l'heure quand vous parliez de déchets, parce qu'il y a aussi un peu changé un peu les mindsets. C'est que ce qui était déchet dans le vocabulaire d'hier, demain sera peut-être opportunité. La ressource. Exactement. Et Stéphanie? Et ben moi, je terminerai peut-être par le mot traçabilité. On a beaucoup parlé de toutes les informations qu'on allait pouvoir collecter à chaque étape de la conception, que ce soit en amont, mais derrière également au moment de sa réparation, de son recyclage. Voilà. Cette possibilité de suivre tout la vie du produit, c'est un enjeu majeur pour favoriser cette circularité. Et puis, de manière plus générale, le cadre réglementaire qui, pour moi, est évidemment quand même un levier pour accompagner la circularité, qui se doit d'être stable et clair dans le temps pour que tous les acteurs Stabiliser. puissent investir et avec un peu de sérénité sur le futur de leurs investissements. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. J'en ai une qui a été posée en direct sur pensez-vous que la mode éco-responsable doit absolument être rendue accessible au plus grand nombre pour avoir un réel impact ou peut-elle rester une niche haut de gamme? Non, il faut qu'elle soit au maximum. Enfin, c'est l'objectif de demain. Il faut qu'elle soit, je veux dire, comme la seconde main. Il faut qu'elle soit accessible. Si elle devient accessible, là, on parlait de nouveaux métiers, d'innovation, à nous d'aller chercher en collaborant avec ces marques-là. Mais non, il faut qu'elle soit accessible. Je pense que vous êtes d'accord. Oui. On avait alors plusieurs, ça nous était posé en amont. Alors, je les lis toutes les trois. Y a-t-il des limites à la création quand on fait de l'upcycling? Quelles sont les plus grosses quantités? Donc, je pense que ça, c'est plus adressé à l'ELAB+. Quelles sont les plus grosses quantités qui ont été produites pour un même produit à partir d'upcycling? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des quantités limites ou voilà? Et peut-on transformer même les matières mélangées? Alors, sur les quantités, c'est pas avec Nike qu'on a fait la plus grosse quantité, c'était avec un projet qu'on a fait avec Auchan. Donc, on a fait plus de 10 000 pièces sur oui. un groupe. Donc, non, ça peut aller, on peut tout revaloriser. Donc, non, du moment que c'est industrialisé et qu'on a trouvé les process, j'allais dire pas de limite. Pas de limite. Maintenant, il faut que quand on retransforme, ça soit vendu. On n'en fasse pas du stock. Qu'on ne fasse pas d'invendu avec de... Non, mais c'est exactement ça. Il faut que ça soit intelligent. Je dis pas que c'était pas intelligent, mais en tout cas,
si on revalorise, il faut connaître la sortie. Voilà, tout simplement. Il faut que il faut que ça soit viable, que ça soit et pour les marques et pour nous. Et voilà, il faut qu'on continue là-dessus. Si on revalorise pour qu'à la fin, ils ont encore des invendus, effectivement, là, on Ouais. recommence, quoi. Ouais, ça va être le hamster dans la roue, quoi. Exactement. Y a-t-il des limites en termes de création à l'upcycling? Non, mais c'est une autre manière de réfléchir. Je pense que les nouveaux designers aujourd'hui doivent réfléchir différemment, tout simplement. Mais moi, j'ai des nouvelles personnes dans l'équipe qui le font très bien. Et au contraire, je trouve que l'imagination, enfin, ça reste de l'imagination, que ce soit dans une approche ou dans une autre. En tout cas, non, il faut. Ce que je disais encore, hein, pour moi, c'est encore des nouveaux métiers pour le coup. Oui, c'est même Tu es un d'accord nouveau avec levier. moi quand même? Il y a pas il y a l'upcycling ou la revalorisation en règle générale, elle est ouverte. L'imagination, les designers, ça reste un designer, hein. Si c'est un designer, c'est un créatif. Donc les créatifs, normalement, ils ont nos limites. Mais pour continuer, vous savez, en baladant dans certains pays, dans plein de pays, notamment, mais même dans les pays asiatiques, la création, elle n'a pas de limite sur l'upcycling. Mm. Et vous vous apercevez que l'utilisation qu'on en est faite, souvent, elle n'est pas la même que nous, on a en perception. Je vais vous donner juste un exemple. Ce n'est pas les plus, on va dire, les plus normés. Par exemple, des chutes de jeans de seconde main qui deviennent des gants pour être portés, pour pouvoir supporter des charges. Donc là où il y a plein d'utilisations qui ont été faites, des t-shirts XXL, pardon, qui deviennent des t-shirts SM. Donc vous voyez, donc il y a des mouvements après derrière quand on gère ça pour une marque, c'est pas la même chose que quand on le gère sur de la seconde main, l'upcycling. Ok, parfait. C'est des pièces uniques. Oui. Je pense qu'on a fini toutes les questions et je crois que certains de nos intervenants qui sont très demandés, donc elles doivent enchaîner. Je vous remercie Merci. infiniment. Je vous propose donc le replay du webinaire, on va vous envoyer le lien, donc ça sera visible et on a mis le lien, mais on le redonnera dans un récap, le lien pour télécharger l'étude KPMG ainsi que la simplification des lectures et des solutions possibles qu'on va faire avec Athème. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis, suite au prochain épisode pour voir ce qu'on a fait de tous ces beaux invendus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bientôt. Au revoir. Au revoir.